Bonjour Anne-Sophie Beauvais. Bonjour. Vous dirigez l'association des anciens élèves de Sciences Po et vous venez de signer un livre, On s'était dit rendez-vous dans 20 ans. C'est un livre très particulier parce que c'est le livre où vous racontez ce qu'a été votre scolarité à Sciences Po à côté d'un certain Emmanuel Macron. Et ce livre, qui est publié chez Plomb, démarre avec un tweet que vous publiez le soir de son élection, où vous racontez que, 20 ans avant, vous étiez assise à côté ou devant Emmanuel Macron et qui vous tapait souvent sur l'épaule parce que vous étiez un peu dissipé, disons les choses comme ça. Voilà. Et vous racontez à partir de là ce qu'a été... Alors, Emmanuel Macron est très présent dans ce livre, il est un petit peu partout, mais vous racontez aussi ce qu'est cette génération Macron qui est aujourd'hui au pouvoir. Votre relation après avec lui commence par un raté, puisque vous ne faites pas l'interview que vous faites réaliser par une de vos collaboratrices de Emmanuel Macron au moment où il commence à prendre la lumière. Oui, enfin, c'est à l'époque où il est encore qu'inspecteur des finances. On est en 2010. Et c'est vrai que j'ai un poste à l'association des anciens élèves de Sciences Po qui me permet de suivre la trajectoire des anciens élèves. Et effectivement, quand je prends mes fonctions à cette association, j'ai une trentaine d'années et j'ai envie de me tourner vers ma génération pour voir un petit peu, on est 10 ans en gros après notre diplôme, pour voir un peu ce que certains sont devenus. Donc je regarde des profils un peu différents et dans ces profils-là, il y a un inspecteur des finances qui s'appelle effectivement Emmanuel Macron. Que vous avez connu sur les bancs de Sciences Po, de l'amphi voilà. Émile Boutmy, l'amphi mythique de Sciences Po. Exactement, mais à cette époque-là, alors pourquoi on le choisit? Parce que c'était indéniablement déjà l'un des plus brillants de notre promotion, donc c'est vrai que c'était intéressant d'aller à sa rencontre, mais jamais nous aurions imaginé, c'est ce que je raconte au tout début de mon livre, qu'à moins de 40 ans, on est l'un des nôtres, et celui-ci en particulier, qui allait devenir président de la République. Alors cette interview, pourquoi est-ce que j'en parle? Parce qu'elle est très significatif de ce qu'est Emmanuel Macron. Et par exemple, on lit dans cette interview, vous le reprenez, « S'il reste une liberté, dit-il, à notre génération, c'est celle de ne pas accepter qu'on lui dicte son avenir. » C'est quoi? C'est une forme de rébellion? Oui, je pense qu'il y a effectivement un esprit un peu rebelle chez Emmanuel Macron. Dans cette interview, il se définit aussi un peu comme un braconnier. Il dit qu'il n'hésite jamais à aller chasser sur des terres qui ne sont pas les siennes. Il y prend du plaisir. Mais ce qui est intéressant aussi dans cette interview, il dit qu'effectivement, il ne souhaite pas qu'on impose des contraintes à notre génération parce que pour lui, on a hérité de beaucoup de contraintes d'une autre génération qui était celle de nos parents, celle des baby-boomers, qui nous ont plongés dans un système assez contraint, en fait. Par les dispositifs. Et lui veut secouer tout ça. Et lui veut secouer tout ça. Mais en fait, il y a c'est ce dont on s'aperçoit entre cette interview de 2010 et la façon dont il a pris le pouvoir et dont il l'exerce. Il y a une vraie continuité, en tout cas, puisqu'il dénonce aussi grande notamment... similitude entre sa démarche décrite en 2010 et ce qu'il fera en 2017. Parce qu'en 2010, notamment, il part d'une classe politique, il part d'une gérontocratie de la classe politique, d'une classe politique extrêmement clanique. Et d'ailleurs, en 2010, il dit, dans ces conditions-là, je n'ai pas envie de faire de la politique. Et si j'en fais, je voudrais que ce soit à mes propres conditions. Donc ça fait quand même très écho à ce qu'il a fait après. C'est très, très illustratif de ce qu'il a fait après, en effet. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est qu'à l'école, vous le dites, il ne faisait pas de politique. Sciences Po est une école où on baigne dans la politique. Oui. Lui, non. Oui, j'ai d'autres camarades dans cette même promotion qui militaient d'ores et déjà à l'époque. Et qui sont dans la politique active aujourd'hui. Maëlle de Calan, Mathias Fekl, l'un à droite, l'autre à gauche. Hugues Granson, qui est d'ailleurs aux côtés qui est vice-président de l'Assemblée. Qui est vice-président de l'Assemblée nationale, député En Marche. Gaspard Ganzer, qui a été le conseiller de François Hollande. Voilà. Mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron, à l'époque, ne fait pas partie de ceux qui militent et s'intéressent à l'époque. Enfin, s'intéressent. Peut-être, il s'intéressait très certainement à la politique, mais en tout cas, il ne militait pas dans les mouvements étudiants qui étaient les nôtres à l'époque. Il est concentré sur ses études, dites-vous, et il a déjà une vie familiale, alors que vous, je veux dire, vous et vos camarades, non. Ouais. Mais oui, je pense que ça a fait de lui aussi un étudiant assez atypique parce qu'il finalement il était en retrait de tous ces mouvements politiques, mais aussi un peu en retrait de toute cette vie qui est assez riche au sein d'une école comme Sciences Po. Par exemple, je raconte notre grand voyage de fin d'études où nous sommes tous partis à Berlin, en Allemagne, et c'est vrai qu'Emmanuel Macron n'était pas à nos côtés. Et c'est assez logique quand vous partagez la vie d'une femme qui a 25 ans de plus que vous, quand vous en avez 20 ans, vous ne pouvez pas avoir une vie qui est tout à fait la même. C'est pas la même liberté. Non, c'est pas la même liberté. C'est un voyage qui a été très souvent raconté parce que Richard Descoings, qui à l'époque était le directeur de Sciences Po, avait dansé sur les tables à la fin de ce voyage et ça avait beaucoup fait parler, en tout cas, choqué ou pas, fait parler. Vous dites d'Emmanuel Macron que c'est un excellent précipité entre l'ancien et le nouveau monde.
Parlons justement de ce nouveau monde qui est celui que vous décrivez, cette génération Macron. Elle a aujourd'hui une quarantaine d'années et une partie d'entre elles est au pouvoir. Comment est-ce que vous la décrivez? Est-ce qu'il y a un type, une morphologie type de cette génération? Oui, vous venez un petit peu de l'évoquer. Moi, je définis ma génération comme une génération charnière. Et pourquoi je raconte nos 20 ans? Parce que quand on a 20 ans, on est effectivement les héritiers d'un ancien monde qui est fait d'une forme de verticalité, avec des hiérarchies, des valeurs. C'est le monde des statuts. Quand on était étudiant à Sciences Po, on voulait aller travailler dans les grandes entreprises, dans la haute fonction publique. Et puis, quand on a 20 ans, donc héritier de cet ancien monde, on voit aussi arriver toutes les transformations, j'allais dire numériques, politiques, économiques. C'est l'ouverture des marchés, c'est la mondialisation. Et face à ça? Et face à ça, en fait, on commence à être très bousculé sur un peu sur nos certitudes. On pense le monde du travail, on commence à le penser un peu différemment. Mes premiers camarades commencent à penser start-up plus que grandes entreprises. Et donc, on est une génération charnière vraiment entre l'ancien monde et le nouveau. Et donc, je dis souvent que le « en même temps » d'Emmanuel Macron, il est très consubstantiel en fait à notre génération. Cette génération qui, si j'ose dire, envoie à la retraite la génération mai 68. On fête les 50 ans de mai 68 là en ce moment. À la retraite, allez hop, dégagé. En tout cas, c'est une génération, il est vrai, qui est restée aux manettes quand même assez longtemps. Et d'ailleurs, je dis que la vraie génération sacrifiée, c'est pas tellement la mienne, puisque là, maintenant, elle prend un petit peu les manettes. Et Emmanuel Macron en est le symbole le plus éclatant. C'est la génération entre les deux, celle des quinquas. C'est-à-dire que les 68ards ont laissé peu de place à ceux qui les suivaient juste derrière. Et d'ailleurs, c'est Emmanuel Macron qui a théorisé ça lui-même quand il était là encore qu'inspecteur des finances. Dans un de ses rapports sur lesquels il a travaillé, il parlait de la génération Prince Charles, en disant que c'était effectivement cette génération des quinquas qui était sacrifiée. Et la génération actuelle, celle qui est à Sciences Po. Alors d'abord, est-ce que Sciences Po est une école de coach? Elle a été occupée, on a vu des banderoles, un peu étranges d'ailleurs, quand on sait ce qu'est Sciences Po, qui est un des temples français de la sélection. Je ne dis pas de l'excellence, mais en tout cas de la sélection. Elle a quelle allure, cette génération-là qui est à l'école aujourd'hui? Vous la fréquentez en permanence, vous travaillez dans cette école? Mais c'est justement une génération qui, pour le coup, est plongée complètement dans ce nouveau monde. C'est-à-dire qu'eux n'ont pas, et c'est une question que je pose dans le livre, eux n'ont pas la mémoire de cet ancien monde dont nous, encore, nous étions dépositaires. Et je me pose la question, le jour où cette génération, et je pense qu'elle va arriver très vite, elle aussi, aux manettes, parce que tout va beaucoup plus vite aujourd'hui. Et je me pose la question, quand on n'a plus du tout la mémoire, j'allais dire, de l'ancien monde, et qu'en tout cas, on ne s'en sent plus du tout tenu par cet ancien monde, comment les choses vont-elles se passer? Parce qu'Emmanuel Macron, il est vraiment sur ses deux pieds, c'est-à-dire qu'il est à la fois sur ce côté, on le définit comme Jupiter, très vertical. Il se définit comme Jupiter. Il se définit, voilà, et je pense que c'est parce que nous avons connu ce monde-là, et en même temps, il a voulu faire entrer une forme de modernité, en tout cas casser un certain nombre de systèmes, voire même de systèmes de rente. Cette nouvelle génération, le jour où elle arrivera vraiment au pouvoir, eh bien, elle sera, à mon avis, complètement dans ce nouveau monde. Ce sera dans 10 ou 20 ans maximum, puisque tout s'accélère. Maximum, à mon avis. Il y a une classe politique, d'ailleurs, qui commence à arriver, parce que Emmanuel Macron a fait arriver sa génération, mais avec elle, celle qui a aussi 10 ans de moins. Celle qui a 10 ans de moins et qui sera vite aux manettes, puisqu'il y a non-cumul. Il y aura un jour non-cumul dans le temps des emplois et des postes dans la politique. On s'était dit rendez-vous dans 20 ans, coulisses d'une génération qui a pris le pouvoir. Anne-Sophie Beauvais, merci beaucoup. Merci.